Bienvenue dans Conversation, Madame Figaro. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler littérature, peut-être journalisme, et très certainement, j'espère, d'écriture. Mon invité vient de sortir son nouveau livre, le livre de Kels. Bonjour, Serge Chalandon. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Ma question d'emblée, la question que je pose à tous mes invités, je vous la pose. Ça fait quoi d'être Serge Chalandon en ce moment? Ça fait quoi d'être vous? Eh bien, je suis père de 3 filles et j'en suis très très fier. C'est tout récent? Non, mais pour moi, être moi, c'est avoir réussi à fonder une famille Oui. et d'essayer de les faire sourire de temps en temps. Et puis voilà, pour moi, c'est ça. Être Serge Chalandon, c'est être voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants et c'est bien comme ça. Et c'est depuis quand, cette identité-là? À quel moment est-ce qu'elle vous a pris comme ça? Ben, c'est-à-dire que quand je ne vais pas recommencer avec cette histoire, mais je suis un enfant battu, ça s'est très mal passé, je me suis enfui, etc. Et mon rêve, c'était d'avoir mon nom sur une boîte aux lettres. Parce que je n'ai pas eu de toit pendant 1 an, et mon rêve, c'est d'avoir un nom sur une boîte aux lettres, et mon rêve aussi, c'était peut-être que je me débarrasserais de la violence que mon père avait mise en moi pour être père à mon tour. Donc tout ça a pris un long moment, mais à ma première fille, puis ma deuxième, puis ma troisième, je me suis dit, ça y est, c'est fait. Et ce qui est formidable lorsqu'on s'appelle Serge Chalandon, ce qui est formidable, c'est Sarah Chalandon, Valentine Chalandon, Mélinée Chalandon, mes filles. Et pour moi, c'est ça. Le reste, c'est une image sociale qui est pour moi moins importante que le fait de dire à mon père, tu vois, tu voulais me briser, tu n'as pas réussi. C'est quasiment ce que vous dites là, je l'entends quasiment comme un appendice de votre livre. Bien sûr. Votre livre raconte effectivement bien sûr. votre départ. C'est-à-dire, départ et ensuite... voilà. La reconstruction. La lente reconstruction. L'année dans la rue, ouais. La reconstruction, ouais. Etc. La conquête de Paris aussi, en quelque sorte. Alors, la conquête de Paris, mais la conquête de Paris douce. C'est-à-dire que moi, lorsque je me suis enfui, c'est comme tous les jeunes qui s'enfuient, qui quittent, non pas qui quittent, qui fuient quelque chose. Oui. On pense que tout va être magique, qu'on va manger les pommes aux arbres, aux pommiers, qu'on va se promener. Il fera toujours beau d'abord. C'est quelque chose on ne peut pas imaginer lorsqu'on s'enfuit qu'il va pleuvoir, qu'il va faire froid, mais jamais, c'est pas possible. Donc je vais vivre dans un monde absolument idyllique. Et à l'époque, donc nous sommes dans les années 70, à l'époque c'est les hippies, les beatniks, c'est la route, on va en Inde, on va à Katmandou. Et donc moi, je voulais aller en Inde, à Katmandou, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai vu quelques films, lu quelques livres, et je vais aller là-bas, là où je pensais que les jeunes existaient vraiment sans les parents. Et puis je suis arrivé à Paris, qui était la première halte, je suis un petit Lyonnais, ma première... Il y a un faux départ quand même. Il y a un faux départ, j'y suis retourné. Arrêté, plus ou moins, vous êtes arrêté par des policiers, et puis vous y retournez. Par des gendarmes. Par des gendarmes. Des gendarmes qui ont fait... C'est formidable d'ailleurs, c'est mon premier procès verbal de ma vie. Je me réveillais un petit matin, avec la rosée du matin sur moi, j'avais froid, mais c'est pas grave, il y avait un petit rayon de soleil, et je me suis mis à jouer de la flûte sur une aire d'autoroute, enfin, à l'entrée de l'aire d'autoroute, et il y avait un groupe qui s'appelait Jethro Tull, et le flûtiste de Jethro Tull avait cette habitude de jouer sur une jambe, et l'autre jambe était pliée, comme un flamant rose. Et les gendarmes sont venus, et le PV disait... l'individu a été surpris en train de jouer de la flûte sur une jambe à l'entrée de l'autoroute d'Avignon Sud. Ils m'ont demandé combien j'avais sur moi. J'ai dit 80 francs, c'était l'époque des francs, et ils m'ont pris les 80 francs. Et j'ai trouvé ça terrifiant qu'ils me prennent tout ce que j'avais. Et en fait, je pense que c'était un brave gendarme qui voulait que ce gamin retourne chez lui. Et en lui coupant les vivres, il allait se rendre à sa famille. Ce qui ne fut pas le cas, mais j'ai compris sa démarche après. Je pense qu'il voulait que j'arrête de errer, parce que j'étais manifestement errant, et que je rentre à la maison. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous replonger dans ces années-là? À quel moment l'écriture de ces années-là, la réécriture, enfin en tout cas du livre, à quel moment ça a démarré et par quoi est-ce que ça a pris? Alors ce livre-là, en fait, c'est le chaînon manquant entre tout ce que j'ai écrit. L'enfant battu, je l'ai écrit. Vous avez beaucoup travaillé sur votre vie, sur votre mémoire, etc. Mais ça, ce qui est très difficile, mais c'est difficile avec ce livre-là, c'est que c'est un aveu. Et c'est un aveu qui est difficile. L'aveu d'avoir été dans la rue,
l'aveu d'avoir pris de la drogue aussi, l'aveu d'être rentré dans un mouvement violent et d'être entré en violence, l'aveu d'en être sorti. Et tous ces aveux-là, c'est très compliqué. Je pense qu'il fallait que j'ai mon âge, une sorte de... C'est pas un testament, mais c'est une façon de refermer toute cette période-là, toute cette littérature-là autour de l'enfance maltraitée, de mon père, etc. Et je pense que c'est maintenant que je devais le faire parce que c'est le... En fait, c'est pour en finir. Et je ne pouvais pas commencer par ça. Il fallait que je balaye tout ce qu'il y avait avant. Et là, le livre de Kell, ce qui aurait pu s'appeler le livre de Sorge, c'est « Je le termine, le livre de Sorge ». C'est-à-dire que là, je viens de m'enfermer dans quelque chose, je ne peux plus y retourner. Je ne vais pas revenir vous embêter encore une fois avec mon enfance, mon père et ma mère. Donc ça y est, c'est fini. Et il fallait que je mette un point d'honneur à terminer ce livre-là, comme ça. Mais ça n'a pas été simple, parce qu'un aveu, c'est toujours extrêmement compliqué, ou toujours extrêmement douloureux. Mais ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que, faisant cela, je mets la dernière pierre... sur un parcours, enfin sur une écriture biographique. Oui, puis sur le cercueil de l'enfant battu aussi. Ça y est, je suis grand, j'ai une famille, je peux oublier d'où je viens. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'aveu? C'est raconter la vie dans la rue? C'est raconter... Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est la honte. Oui. Moi, je sais que lorsque je me suis retrouvé avec des jeunes intellectuels plutôt de gauche, très de gauche, ils savaient tout. Ils connaissaient la littérature, la culture, le théâtre, le cinéma. Ils parlaient entre eux de façon très docte de Deleuze, Guattari, de l'antipsychiatrie. Et moi, je ne savais rien de tout ça, parce que moi, je me suis enfui avant le bac. Et donc, brusquement, ce qui était le plus difficile, je crois, maintenant encore, c'est d'avouer que je n'avais pas de culture. C'est-à-dire que je venais d'une famille sans livres, d'une famille de silence, d'une famille où la beauté était interdite par le père. J'ai un père qui a été notamment dans l'armée allemande pendant la guerre et qui me frappait en hurlant en allemand, comme s'il ne voulait pas mêler notre langue à ça. Et brusquement, je me retrouve avec des jeunes lettrés. Et moi, c'est ce que je fais, la première chose, je me suis acheté des fausses lunettes, en pensant que les fausses lunettes me donnaient un terre intellectuel. Mais c'est terrifiant. Et avouer ça, même tardivement, c'est toujours extrêmement difficile. C'est-à-dire, avouer les lacunes, pour moi, ça a été extrêmement difficile. Mais je pense que maintenant, voilà, je les ai à peu près rattrapés. Il est temps. Et aussi, c'est pour mes enfants. D'où vient mon papa? Il vient de là. Est-ce que vous êtes, quand on regarde un peu votre parcours, à la fois de journaliste, vous avez longtemps été à Libération, puis 34 ans même. 34 ans Libération, puis au Canard enchaîné, et vous avez une carrière d'écrivain aussi qui est vaste. Vous avez été extrêmement primé, à la fois pour votre travail de journaliste, mais aussi en tant qu'écrivain. Est-ce que ça aussi, est-ce que le fait d'être aussi reconnu, est-ce que c'était une sorte de... Pas de vengeance, mais de quelque chose qui... Est-ce que c'était une nécessité? Est-ce qu'il fallait aller chercher ça? Ou non, est-ce que c'était une façon d'abord, c'est pas une vengeance, compenser? C'est peut-être une revanche. Une revanche, sur ce que j'étais et d'où je viens. Mais non, c'est-à-dire que la reconnaissance, les prix, etc., sont venus après. Moi, ce que je voulais déjà, c'était partager. Partager, puisque mon tout premier roman, moi j'étais extrêmement bègue lorsque j'ai... Alors, ça y est, je vais bégayer évidemment quand j'en parle, bégaye, mais j'étais extrêmement bègue lorsque j'étais enfant, et ce que je voulais par mon premier roman qui s'appelle Le Petit Bonzi, c'était partager la douleur d'un enfant bègue. Qu'est-ce que c'est que la création des mots lorsqu'on est bègue? Comment est-ce qu'ils restent en bouche? Comment ils n'arrivent pas à sortir? Comment est-ce qu'on ne peut pas dire « je t'aime » on ne peut pas, c'est pas possible. Et cette violence-là, je voulais la partager par un roman. Mais après, je ne sais pas ce qui se passerait après. Est-ce qu'il y aurait des lecteurs? Est-ce que ça serait édité? Je ne savais pas tout ça. Et petit à petit, j'ai vu que finalement, non pas c'était bien ce que j'écrivais, mais qu'en tout cas, ça parlait à des gens qui brusquement se retrouvaient en résonance avec ce que je leur offrais. Par exemple, sur les livres, sur les violences qui m'ont été faites, l'enfant battu, etc. Jamais on me parle de mon livre dans les salons du livre, dans les rencontres. Tous les gens qui viennent me voir me parlent de leur père, de leur souffrance, de leur enfance. Et pour moi, ça, c'est formidable. Alors, si en plus ça est primé par une reconnaissance d'accord, mais c'est pas ça que je cherchais. Moi, ce que je voulais, c'est que le petit Sorge, il soit plus tout seul avec son bégaiement, plus tout seul avec enfant battu, plus tout seul avec son effroi, sa peur, sa faim, sa soif, et que je puisse partager ça avec d'autres. Alors,
J'aimerais partager quelque chose avec vous. Oui. Un peu de musique. Ah. On va écouter un premier morceau. Oui. On va voir si vous Je suis reconnaissez. pas bon en musique, d'accord. Si vous reconnaissez et si ça vous rappelle des choses. D'accord. On va voir. Ça, c'est autre chose. On va voir. C'est pas Jethro Tull. Ouais. Bah, c'est dommage, je crois que Vous auriez pu ça aurait été reconnaître. élégant. Vous auriez pu. Bien sûr. Alors Pink Floyd, ça doit être. Alors je sais pas si c'est pas Gouma Gouma ou Alors Songs Full of Secrets. Ça, c'est exactement. Songs Full of Ça, Secrets. c'est Set the Controls for the Heart C'est of the Sun, absolument. qui est sur leur deuxième album, Ouais, Songs Full ouais. of Secrets. Alors Pink Voyez Floyd, oui, mais là vous êtes d'une gentillesse absolue là. Pink Floyd pour moi c'était. J'avais un groupe, enfin j'étais dans un groupe qui s'appelait Pulsar, un groupe à Lyon où on faisait du Pink Floyd pour des étudiants. Hein, et comme je parlais pas anglais, et tout le monde s'en fichait complètement parce que ça passait. On n'avait aucun synthé, on n'avait rien, donc je faisais Ah bon, mais oui. vous Donc tout était faux, tout était absolument. Ah ouais. Mais ça passait et Pink Floyd pour moi c'était, enfin ça a été mes maîtres longtemps. J'ai fait ça, j'ai écouté ça, j'ai fait écouter ça à ma maman, donc elle était très loin de tout ça. Ouais. Et je l'ai fait écouter très fort. Et un jour, elle l'a entendu et elle s'est mise à pleurer. Oui. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, j'ai peur pour toi. Et c'était tellement joli. Voilà, Pink Floyd. Il y a une scène où il y a un moment un groupe comme ça qui écoute. Bien sûr. Uma Gouma d'ailleurs, c'est un oui, c'est Uma Gouma. Un album. Et c'est une scène qui est terrible dans le livre. C'est une scène vraie qui me terrifie encore. Nous sommes entassés dans une chambre d'hôtel minable. Enfin, pardon. Minable. Dans une chambre d'hôtel à batterie à Paris, les uns sur les autres, il y en a qui se droguent, moi pas, et puis on écoute cette musique, la police rentre, c'est enfumé, et ces corps décharnés là, ces jeunes qui étaient des jeunes de la rue comme moi, mais qui volaient dans le sac de l'autre, enfin, c'est l'arrivée de la police ce jour-là, avec cette musique-là, dans cet hôtel-là, qui m'a fait que je les ai quittés pour de bon et à tout jamais, parce que je sentais que si je restais avec eux, je pouvais mourir. Parce que c'était des morts en sursis. Oui. Tous ces gamins-là, c'est des morts en sursis. Dans le fond, quel regard vous avez encore sur cette période et sur ce genre de musique et sur ce genre même d'utopie? Parce que finalement, quand on regarde ça, quand on ne l'a pas vraiment connu, on a l'impression que c'est une période un peu, utopique peut-être. En tout cas, que la musique de Pink Floyd est une musique un peu comme ça, un peu cosmique, un peu planante. J'aime toujours, c'est-à-dire c'est formidable. Moi, je l'ai fait entendre à mes enfants, à mes filles qui m'ont regardé, genre, c'est quoi? Voilà, déjà, c'est... Mais pour moi, alors, est-ce que j'aime cette musique ou est-ce qu'elle me renvoie aux jeunes que j'étais? Mais en tout cas, je ferme les yeux et oui, non, mais c'est ça, en fait. Excusez-moi. J'aime cette musique parce que je l'aimais et je continue de l'aimer. Mais quand je ferme les yeux, je me vois assis sur un coussin en me rêvant au Golgotha en train de... Oui, parce que j'ai une foi particulière quand même, mais je me revois en train d'aider le Christ à porter sa croix. C'est-à-dire ça me renvoie à des choses personnelles et en même temps, c'est mes premières musiques pop. Oui, ça s'appelait comme ça. Et autant mon père détestait cela, autant j'adorais cela, évidemment. Ouais. Un autre morceau? On écoute autre chose? On écoute. Ça arrive. Gigi. Jean-Jacques Goldman. Gigi. Vous avez une... Au détour. Vous avez... Ça c'est magnifique, pas parce que les gens disaient c'est un chanteur pour midinette, etc. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette chanson et dans plein d'autres chansons? Tu t'en sortiras par la culture, tu t'en sortiras par les livres, tu t'en sortiras. Et chacune de ces chansons, c'est une chanson, tu vas t'en sortir
où que tu sois, même dans des tours pourries, même dans un village pourri, une ville pourrie, il faut que tu t'en sortes. Et pour ça, il n'y a qu'un moyen, les livres, apprends. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me hante encore. Puis en plus, oui. C'est quelqu'un que vous avez couvert pour Libération, c'est ça? Alors, non, oui. Vous avez une amitié voilà, oui, c'est ça. C'est-à-dire que je l'ai couvert pour Libération, parce que Libération, qui était un petit peu comme ça au début, Renaud, Goldman, tout ça, il y a trop de public, ça doit être nul. L'idée que plus il y a de monde et plus c'est nul, bien entendu. Nous sommes en France. Et un copain a couvert Renaud, et moi, on m'a demandé de couvrir Goldman. Et moi, je connaissais Pierre Goldman, donc son demi-frère, assassiné. Et Jean-Jacques, je ne sais pas qui c'est, je ne connais pas, pas trop. Et j'arrive dans ces salles, et je me dis, ce public-là, c'est comme si on avait arrêté une foule dans Paris à une heure de pointe. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des prolos, il y a des intellos. Et je me dis, mais on rate ça. On est en train de passer à côté de lui, de ce chanteur-là. Et en plus, lorsqu'on s'intéresse aux musiques, aux paroles, je me suis dit, mais on est fou. Et donc, j'avais appelé ça Voyage en Goldmania. Oui. Et c'était une sorte de réhabilitation, parce que la dernière critique de Libération sur Goldman, c'était Goldman maintient ses dates au Zénith, préparer les chaloupes. Alors qu'évidemment, les Zéniths étaient absolument pleins, mais on était un peu au-dessus de ça. C'est pas intéressant. Il y avait de la cruauté dans les pages culture. Oui, mais ça peut être bien. Absolument. La cruauté, mais je pense qu'il y a un moment donné où il faut être en prise avec la réalité. Un autre morceau. Ah. Un troisième morceau. J'étais trop content de demander de sortie. Vous allez voir. On va peut-être poursuivre quelque chose. On écoute. C'est Fayrouz? Absolument. Vous voyez, vous reconnaissez, vous avez tout reconnu. C'est Fayrouz. C'est un morceau qui s'appelle Kifa Kinta, qui est un morceau qui est sorti après, au début des années 90, vers la fin de la guerre. Oui. Je voulais vous faire écouter ça parce que vous avez été au Liban, et vous avez couvert, vous avez couvert beaucoup de conflits, et notamment celui-là, qui vous a beaucoup marqué. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce que, alors j'ai couvert des guerres comme la guerre Iran-Irak, pour la guerre du Golfe, j'étais à Bagdad, mais au Liban, c'est la première fois que j'ai vu des enfants morts, en fait. Oui. Et on n'en sort pas pareil, jamais. C'est-à-dire que voir des enfants morts par la main de l'homme, notamment à Sabra et Shatila, donc des camps palestiniens où ce sont des chrétiens libanais, les Qatarèbes, qui ont tué les femmes, les hommes et les enfants et les vieillards, voir des enfants morts par la main de l'homme, c'est quelque chose... C'est pour ça aussi que c'est difficile de devenir un père après. Oui. Parce que tout d'un coup, d'abord, la fragilité de la vie et nous est exposée de façon absolument dégueulasse. Voilà, c'est que pour moi, il y a un avant le Liban et après le Liban, avant les guerres, après les guerres, et ça ne me quittera jamais. C'est-à-dire que lorsque j'étais jeune papa, je me levais la nuit, non pas pour mettre le drap sur mon enfant, parce que j'avais peur qu'il ait froid, mais je touchais tout doucement sa peau pour voir si elle était encore en vie. Donc ça, c'est quelque chose qui me... dont j'ai du mal à me défaire, et je ne veux pas me défaire d'ailleurs. Ouais. Je ne veux pas me défaire de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu la cruauté des hommes, lorsqu'on marche dans une rue aujourd'hui en paix quelque part, on se demande où sont les bourreaux dans la foule. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous cherchiez à ce moment-là, quand vous allez couvrir les guerres? Qu'est-ce que vous cherchiez quelque chose? Alors, il y avait deux raisons. La raison avouable, être là où les choses se passent pour en rendre compte, journaliste, et l'inavouable, c'était arracher de moi, extirper de moi toute la violence que mon père y avait mise. Donc, être confronté à une violence supérieure. Et cette violence supérieure, c'était la guerre. C'était la guerre des hommes. Mais il a fallu que j'arrête. Et ça, c'est inavouable. Il a fallu que j'arrête parce que c'est très difficile de dire ça comme ça, mais dans la guerre, je me sentais bien. C'est-à-dire, je ne me sentais pas bien parce qu'il y avait des morts, mais me sentais bien parce que c'était un lieu de l'urgence, un lieu où on ne se ment pas, un lieu où,
En paix, on dit à quelqu'un à demain. Et puis si demain la personne n'est pas là, bon, ben, c'est pas grave, elle n'est pas là. En guerre, tu n'as pas le droit de dire ça. Ouais. À demain, il faut que demain, il soit là. Et j'aimais bien ce côté de vie ou de mort, mais il a fallu que je m'en sépare parce que j'avais ramené la guerre en moi. Et je ne pouvais pas vivre en guerre tout le temps. Et surtout aussi, quand je revenais en paix, j'embêtais les gens. Je leur racontais les guerres. Alors, une fois, c'est formidable. Ils rentrent de guerre, on l'écoute, puis après, ils nous ennuient. Puis après, on ne l'invite plus parce que, encore une fois, quoi. Et après, vous vous retrouvez dans votre guerre tout seul. Je vous propose de passer à notre séquence suivante, avec des mots. On va voir si ces mots après la musique évoquent quelque chose. Après la musique et les guerres, les mots. Wow. C'est une séquence. Alors, le premier mot, écriture. Alors, l'écriture pour moi, c'était... comme j'étais extrêmement bègue, je pensais que l'oralité me serait interdite et que l'écriture serait mon seul moyen de communiquer. D'accord. Le mot suivant, mémoire. Est-ce que c'est un travail de mémoire, vos livres? Est-ce que c'est un travail pour préserver quelque chose? Non seulement pour le préserver quelque chose, mais pour le garder toujours en moi. La phrase que je déteste la plus, c'est « il faut tourner la page ». Moi, je tourne aucune page. Rien. C'est-à-dire que je suis mon socle, ce sont mes blessures, tout ce que j'ai pu vivre de pire et de meilleur fait mon socle. Donc la mémoire, pour moi, est quelque chose d'impératif pour continuer à avancer. On sent bien que vous vivez encore, en lisant le livre, avec les précisions, les détails. Oui. On sent que vous êtes encore dans cette histoire-là. Je suis encore... Vous vivez encore dans ce moment-là, oui. Et que ce moment-là, il est encore dans le présent. Alors, il est encore dans le présent, mais c'est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer, parce que lorsqu'on a été dans la rue, comme j'ai pu être dans la rue, en fait, on ne la quitte pas. Et on est persuadé, il suffit d'un deuil, il suffit de quelque chose, d'un accident de la vie pour que la rue vous dise « Petit bonhomme, allez, viens, reviens, je t'attends ». Le mot suivant, journalisme. Alors, je suis journaliste. Ouais. En fait, pour moi, c'est absolument fondamental. J'ai plus de carte de visite, je ne sais pas si ça existe encore, mais sur ma carte de visite, je n'écrirai pas auteur. Je suis journaliste qui écrit de la fiction pour se nettoyer de ce que le journalisme lui oblige à faire, ou à dire, ou à entendre, ou à connaître. Donc je suis fondamentalement un journaliste qui écrit aussi de la fiction. Mais c'est ma vie. Bientôt. Bientôt. Alors quand je lis bientôt, je pense à peut-être. Ah oui? Est-ce qu'il y a un projet? Vous avez un projet bientôt? Ou quel autre projet? Bientôt. Bientôt, c'est pas le à demain de la guerre. Non, c'est pas le à demain, c'est le à peut-être de la guerre, mais c'est pas ça. Non, j'ai pas d'autre projet. Moi, ce que je sais, lorsqu'un livre vient de se terminer comme ça, il faut que je l'accompagne comme un enfant. Il faut qu'il rentre à l'école maternelle, l'école primaire, qu'il passe son bac. Enfin, tout ça dans un temps resserré. Mais je peux pas imaginer autre chose que si on parle du livre, de ce livre-là, avant de songer à autre chose. Vous avez envie de raconter ce qui se passe juste après? C'est fini. On ne reviendra plus aux petits Sorge, aux petits Kels. Non, ça c'est absolument terminé. Le seul moyen que j'ai de m'en sortir, j'ai deux moyens de m'en sortir. Le premier, c'est d'arrêter d'écrire de la fiction, de l'arrêter d'écrire. Je ne peux pas, parce que j'ai vraiment envie. Ou le deuxième, c'est de rentrer dans la fiction pure. Ouais. Le problème dans la fiction pure aujourd'hui, en France, enfin, je suppose que c'est un peu partout pareil, les gens demandent est-ce que c'est autobiographique, comme c'était une preuve de mieux. Ouais. Et j'aimerais être, moi, je revendiquerais la possibilité d'être mousquetaire du roi. Mais on me dirait, mais tu n'es pas mousquetaire. Sauf que j'aimerais m'aventurer sur ces terres-là, la fiction pure. La fiction pure, d'accord. On va passer à notre dernière séquence. Oui. On va regarder une vidéo que quelqu'un a envoyée pour vous. Oui. Puis on va voir d'accord. Si ça vous dit quelque chose. J'ai une question pour toi. Alain ? Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence que tu fais entre le regret et le remords? Ah oui, évidemment. Alors, Alain est un amoureux de l'Irlande, comme moi. C'est même l'un de ceux qui m'a fait connaître l'Irlande. Donc évidemment, Oscar Wilde, qui a beaucoup travaillé sur les regrets.
C'est compliqué. C'est lui, Est-ce que vous en avez c'est déjà lui qui me met dans l'embarras. Remords ou regret? Alors pour moi, le remords a un poids de culpabilité. Et le regret, pas du tout. Si je voulais, donc, soyons brefs, je regrette que mon père et moi n'avons pas pu être un père et un fils, mais ce n'est pas de ma faute, c'est un regret. Ouais. Et le remords que j'ai, c'est de ne pas avoir dit à ma maman que je l'aimais plus souvent avant qu'elle ne meure. Ça, c'est un remords. Merci. Merci à vous. Merci pour cette conversation. Et à très bientôt, j'espère. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation.